une première observation. Et je suis heureux d'entendre qu'il y aura éventuellement des discussions à ce sujet. Ce qui est vrai, on a parlé d'Israël. Mais n'oubliez pas que toute l'Afrique du Nord, donc tous les pays du Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, il y a beaucoup, et j'ai beaucoup d'amis, je suis ici en Belgique depuis plus de 30 ans, donc j'ai fait quand même, je connais un peu le milieu. Eh bien, il y a beaucoup de députés, il y a des échevins marocains, tunisiens ici, qui sont belges, tout en étant tunisiens, et ils font un travail énorme pour leur pays, parce qu'il ne faut pas oublier que, par exemple, la contribution de la diaspora marocaine dans le budget national au Maroc vient en deuxième lieu après les phosphates. Pourquoi? Une des raisons, c'est que ils sont nés marocains et ils meurent marocains. Et pour partir, comme le cordon ombilical n'a pas été coupé, il y reste foncièrement marocain et tout en travaillant ici, il retourne au Maroc sans problème. Et je crois qu'il faudrait, en tout cas au niveau de notre pays, penser à ce problème-là. Nous sommes ici et chacun dans son domaine. Moi, je suis juriste, je m'occupe de l'aide juridique au public. Je participe d'une manière indirecte à ce qui se passe au Congo. Parce que j'aide mes compatriotes, en tout cas en disant, attention, nous sommes ici, mais notre communauté doit agir et dans l'intérêt de la communauté dans laquelle nous vivons, mais aussi dans l'intérêt de notre pays. Merci. Dans mon approche, j'ai exprimé mon inquiétude par rapport à toute l'activité économique qui se passe au pays actuellement, depuis en fait 1997 à aujourd'hui. Et toute l'activité économique est soutenue par la diaspora. Et pour l'essentiel, pour la facilité plutôt de l'activité économique ou bien pour la vie en Occident particulièrement, il était nécessaire pour la plupart d'entre nous d'opter pour la nationalité soit belge, française ou américaine ou anglaise éventuellement. Et les grandes nations font que l'effet d'avoir une nationalité étrangère, en plus de sa propre nationalité, permet d'asseoir ou d'ouvrir un peu plus de perspectives par rapport à sa nation, lui donner une valeur ajoutée. On estime pour nous que c'est quand même nécessaire, dans les législatures à venir, de pouvoir intégrer cette notion-là, cette dimension-là, puisque pour l'essentiel, l'activité économique vraie du pays est soutenue par ceux qui ont une autre nationalité. Et rentrer aux responsabilités, ça ne pose aucun problème. Prenons l'exemple simple d'Israël aujourd'hui, qui n'est géré que par les gens qui sont venus d'ailleurs, mais qui ont en plus de ça ont la nationalité israélienne. Donc c'est ultra important de pouvoir non seulement permettre à ces gens-là de venir, parce que non seulement ils ont l'expertise extraordinaire dans toutes les matières, puisqu'ils ont suivi les renseignements en général à l'étranger, selon les concepts actuels de l'évolution scientifique dans tous les domaines, mais en plus, ils ont la connaissance exacte des pays d'où ils viennent, de leur mode de pensée, de leur fonctionnement, ce qui fait que lorsqu'on va en discussion avec les Belges, admettons qu'on puisse discuter avec Karel de Gucht demain, mais il est nécessaire qu'il y ait en face de lui les gens qui ont vécu en Flandre, qui ont évolué en Flandre, qui puissent parler la même langue que lui. C'est plus facile, c'est plus concret dans les discussions. Et ça, c'est une portée essentielle dans la démarche politique. Aujourd'hui, on verra très bien qu'en France, en Europe en général, la plupart des gens se sont mis aux Chinois, à apprendre les Chinois. Pourquoi? Parce qu'il y a un mécanisme simple. Pour pouvoir discuter avec eux, il est nécessaire de pouvoir comprendre comment ils réfléchissent et dans leur langue. Puisqu'on a cette possibilité-là, elle est acquise, pourquoi la rejeter? C'est un non-sens. Ceux qui refusent ça, pourquoi? Ils ont peur, parce qu'on a l'expertise réelle de ce qu'est notre pays, où il peut aller, et alors il faut absolument empêcher à ces gens-là de pouvoir rentrer au pays et éventuellement voter. Ils auraient même pu nous permettre d'ouvrir les urnes ici pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Ils ont refusé, alors que tout le monde peut le faire, sans demander quoi que ce soit de leur intervention, parce qu'on n'en a pas besoin. Juste l'organisation interne dans ce pays-ci, on peut s'organiser dans les ambassades, avec nos propres moyens pour le faire. Ils ont refusé. Pourquoi? Notre approche sur le projet de société, et selon les discussions qu'on a eues avec d'autres partis politiques, entre autres aussi les gens de l'UDPS, nous déterminons que normalement, la notion doit être conçue ou vue ou appréhendée selon deux termes. Ius soli, ius sanguinis.
mais du moins la continuité du ius sanguinis. Ça veut dire quoi? Bon, pour les non-juristes, c'est-à-dire que, bon, dans un premier temps, il faut qu'on puisse identifier la personne qui est congolais, ius sanguinis et ius soli. Comme c'est votre cas, par exemple, d'être né congolais sur la terre congolaise par les parents, et ainsi de suite et tout ça, donc vous avez les deux qualités. Par conséquent, vous pouvez transmettre la nationalité à toute personne qui aura votre sang, donc ius sanguinis. Donc ça ne pose aucun problème par rapport à ça. Où qu'il naisse, quelque autre nationalité qu'il puisse avoir, il est d'office et de facto congolais du fait d'avoir du sang congolais. C'est suffisant. Mais néanmoins, il faut qu'en amont, qu'on ait eu quelqu'un qui ait été ius sanguinis et ius soli, territoire et sang. Avant 60, bien sûr, pas après 60. C'est quand même nécessaire. Et par la suite, on peut revoir ça éventuellement. Quant à la conclusion, pour revenir aussi à la question, à l'approche de monsieur, je l'ai suivi avec beaucoup de passion à la radio quand il est passé pour expliquer un peu la démarche du référendum au Libéria. J'étais subjugué par la capacité, par l'évolution, alors qu'on a vu les gens se déchirer dans la rue, par leur capacité de se transcender, passer à autre chose par rapport à leur nation. J'entends bien le Libéria. Une des qualités extraordinaires, et ça, je l'avais quand même soulevé, c'est ce que je l'ai relevé entre autres, c'est le fait que les gens participant au gouvernement de la transition puissent s'écarter de facto de la procédure d'élection. Ça, c'est la bonne foi concrète, directe et définitive. Et que quelqu'un d'autre qui n'était pas supposé pouvoir gagner ait eu à gagner, dans la mesure où, par ailleurs, monsieur a vu ça. Dans un premier temps, la dame qui aujourd'hui est en responsabilité n'était pas censée avoir gagné, de toute façon, n'était pas soutenue, mais a fait une très belle campagne, a été dans un endroit le plus reculé. Il s'était vrai par ailleurs que, bon, il y a eu des moyens, dans les deuxième temps, après les référendums, soutenu par, il a eu un hélicoptère entre autres, puisque je vous ai très bien suivi sur l'antenne d'Air Libre il y a une semaine ou deux, je crois. Donc, ce qui démontre quoi? Une capacité extraordinaire, une transcendance sur le plan politique, une maturité politique pour les gens qui sont en train de déchirer terriblement. Et bien, si aujourd'hui on nous vend autre chose qui n'a rien à voir avec ça, ben, on est quand même en droit de dire non. Si les journaux disent, les journaux européens nous disent, vous devez voter oui. Mais attendez, alors, ça ne sert à rien d'aller faire les référendums. Ça ne sert à rien, qu'est-ce qu'on va faire alors? Vous devez voter oui. La commission électorale nous dit, vous devez voter oui. Sinon, on reprend les armes. Bah alors, votons oui, alors, ça ne sert à rien. Dites oui, c'est bon, dites que c'est bon, on continue. Ça sert à rien de nous demander. À quoi servons-nous alors? Si unanimement, ceux qui gèrent le pouvoir disent, c'est oui d'office. Ben, on est là pour quoi faire? Faire prendre conscience aux gens que le oui qui sortira éventuellement, qui est déjà prévu, ça veut dire un non. On ne peut pas accepter la partition définitive du pays à venir, parce qu'il y aura des élections locales par la suite, il y aura les élections législatives, et que sur le plan national, il n'est pas possible que ces gens-là puissent gagner les moments venus, même s'il faut conserver ces textes-là. Ils ne pourront pas gagner, mais néanmoins, ils auraient gagné d'avoir une terre qui sera la leur, qui pourront par la suite l'annexer au Rwanda éventuellement sans problème. C'est les cas de figure qu'ils envisagent. À défaut d'avoir tous les pouvoirs centraux, ils auront au moins des entités qui leur appartiendront, qui luttent depuis très très longtemps à obtenir. La guerre entre les gens qui sont en face et nous ne date pas d'aujourd'hui. Les anciens vous diront l'histoire qu'il y a eu une guerre entre celui qui était les rois de l'époque de l'autre côté, qui a traversé plusieurs fois pour tenter d'imposer sa façon, son hégémonie, ça n'a jamais marché. Aujourd'hui, ils ont une porte par ce qu'on nous dit être la démocratie, pour rentrer paisiblement et s'asseoir et se conforter par rapport au droit international et dire, écoutez, ils ont accepté les référendums, les textes qui est là, maintenant ils nous refusent de pouvoir résider ici. Ben, on s'impose par la force. Fini, terminé, et voilà, le pays sera vendu. Et monsieur, on vous regardera, vous qui avez dit oui, qui avez prôné pour le oui. On vous demandera les comptes pour nous rendre dans notre pays le mois venu. Hello, this is a podcast from Planet V Entertainment.